forever. NBA now and forever. Bonjour à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Forever, je suis Vladimir, votre humble serviteur que vous retrouvez tous les mercredis à l'animation du podcast qui traite l'actualité NBA sans langue de bois et avec beaucoup de mauvaise foi par Sports Content. Avant de vous présenter mes compères de la semaine, n'oubliez pas bien sûr de suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram ou sur TikTok, Forever Podcast et Forever le podcast, où vous retrouverez du contenu posté quotidiennement. Pour m'accompagner cette semaine, notre premier camarade est à ce stade de la saison, comment dire, un peu en PLS. Vous voyez un peu l'image où il est sur son lit, tel Wolverine, qui contemple avec nostalgie une photo du regretté Kobe Bryant avec le trophée Larry O'Brien. Il s'agit évidemment de Kevin et qui est le cas sur les réseaux sociaux. Comment tu vas, Kevin ? Bah écoute, ça va très bien, même si mes pensées envers les Lakers et les Browns ne sont pas très positives. Il y a au moins Kyrie Irving pour me redonner un peu le sourire, donc ça va. Bon, écoute, si tu trouves ton compte, c'est le principal. Notre second compère est, contrairement à Kevin, lui sur les starting blocks, prêt à piétiner sur les rebelles de Dallas, comme Kyrie Irving serait capable de piétiner le logo de ses Celtics. Voici notre Polo national. Comment tu vas, Polo ? Ça va comme quelqu'un au final. Je t'avoue que je suis impatient de voir les schémas tactiques de Jason Kidd et de notre coach pour voir comment ça va se goupiller pendant ces quelques matchs. Donc voilà, je suis impatient. Eh ben, écoute, on va avoir le temps d'en parler longuement tout à l'heure. Notre troisième compagnon est quant à lui, on va dire plus ou moins le joueur bonus, le figurant ou le pot de fleurs, comme certains auraient l'habitude de le comparer. Nous fêtons d'ailleurs aussi au passage le 10e anniversaire de ces éperons sans finale NBA, mais bon, ils ont eu deux années d'affilée de bons pics, donc on va dire que ça rattrape un peu le coup. Comment tu vas, Quentin ? Ça va, écoute, bel anniversaire, et en plus... du coup, je tiens à dire que ça fait moins longtemps que les Sixers au niveau des finales de conférence. J'en étais sûr qu'elle allait la placer. Ouais, mais tu vois, mais au moins les Sixers, tu vois, cette année, ils ont pas perdu en play-off contre Boston, donc c'est bon, tout va bien. Palmarès. voilà le palmarès. Et bien sûr, avant de vous présenter notre invité de la semaine, vous retrouverez évidemment Loris pour l'introduction du débat de la semaine d'ici quelques minutes. Et donc pour clore ce casting de cette semaine, un autre invité de la semaine, c'est sa seconde apparition sur Forever que nous avions eu le plaisir d'accueillir lors de sa première saison. C'est l'homme tout-terrain, que ce soit du 5-5, du 3-3, bon il n'y a pas le 4-4 pour le coup, mais il fait les tournois d'été comme le Quai 54, vous pouvez le retrouver aussi bien sur France 3 Régions, bien sûr nos régions du talent au passage, Sport en France, également aussi pour la FFBB, la LNB, la LFB, la FIBA, bon voilà, j'étends tout le CV, c'est notre porte-étendard, je dirais même notre porteur de flamme du journalisme sportif français, et nous sommes évidemment tous derrière lui, derrière notre Young Fella. Je pense qu'il se rappellera du bon souvenir du Young Fella. Il y a beaucoup de dédicaces. Je vous présente Lucas Nico. Comment tu vas, Lucas ? Salut les gars, ça va super bien. C'est le début de l'été. Le 3-3 a repris. Cette semaine, c'est les playoffs de N1. Mais je crois qu'on est là pour parler de playoffs de NBA avec des finales. Et il y a mon équipe en plus qui est là, donc je suis très très heureux d'être là. Eh ben écoute, c'est parfait et tu es toujours le bienvenu comme d'habitude. Messieurs, je vous propose qu'on aborde de suite les actualités. Alors il y en a quelques-unes, il y en a des heureuses et d'autres malheureusement un peu moins. On va peut-être commencer d'abord sur les notes, on va dire un peu plus malheureuses, histoire de bien terminer derrière. Nous avons appris le vendredi, 31 mai, le décès du frère d'Aaron Gordon, Drew Gordon, qui est décédé malheureusement à l'âge de 33 ans sur un accident de voiture, un accident de la route. Ancien joueur, un professionnel aussi, mais lui qui aura eu l'occasion de faire un peu le tour du monde avec un passage assez bref en France, notamment sous les couleurs de Chalon-Reims. C'était en 2015-2016, donc bon, malheureusement, voilà, on a appris son décès.
je sais qu'il avait fait quand même pas mal de choses. Il avait quand même un gros CV sur plusieurs pays. Je crois qu'il avait terminé aussi sa carrière au Japon, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Ouais. Donc voilà, passé aussi par la J-League. Bon, voilà, un vrai journeyman pour le coup. Je sais pas ce que ça vous inspire. Est-ce que vous avez peut-être plus d'infos le concernant, messieurs? Non, pas plus, mais c'est vrai, comme je te disais avant qu'on commence l'émission, je pensais pas qu'il avait fait autant le tour du monde. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est comme son frère aimé le basketball, mais c'est vraiment dommage de partir si tôt, surtout à 33 ans, parce que c'est vrai que il avait la vie il avait la vie devant lui, et malheureusement, je pense que ça va aussi affecter aussi l'été de son frère par rapport avec les Nuggets, et puis aussi la réflexion derrière de comment derrière il va enchaîner les matchs, comment il va enchaîner avec sa carrière à lui, et je pense que ça va pas être évident pour le coup. C'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est un peu de toute façon comme toute nouvelle de ce type-là, c'est toujours un peu un coup sur la tête. Je sais pas, Kevin ou Lucas ou Quentin, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Moi, c'est après plutôt. Vas-y, je t'en prie. Moi, j'allais dire c'était plus par rapport aux Nuggets aussi que ça me fait penser que cette année c'était vraiment pas pour eux parce que ils se font sortir sur un Game 7 où ils mènent de 20 points. T'as les histoires autour des frères de Porter Junior. T'as ça du coup maintenant avec Aaron Gordon. Ça fait beaucoup. Non, en effet. Tu voulais rebondir, Lucas? Non, c'était évidemment sur la perte d'un proche. Tout le monde peut être concerné, et les joueurs pro évidemment aussi. Et moi, ça me fait penser à plein de joueurs qui se sont nourris de ça, ou positivement ou négativement. Mais à lui, à Aaron, de se nourrir de ça sur les années après pour continuer de vivre lui, pour son frère. Et moi, je pense à Karl Anthony Towns, tu vois, qui a perdu sa mère pendant le Covid et qui a mis du temps, qui a mis vraiment plusieurs mois de mémoire. Il avait vraiment mis du temps à vraiment revenir à 100% mentalement et se refocus sur son métier. Et aujourd'hui, on voit ce résultat que il est marqué à vie, mais aujourd'hui, il est pleinement épanoui dans son sport et il continue d'honorer la mémoire de sa mère, quoi. Oui, en effet, c'est vrai que pour le coup, c'est toujours très compliqué. Ce genre de situation, et comme tu l'as très bien dit, on espère pour lui en effet qu'il va pouvoir s'en nourrir pour pouvoir pour exploser encore plus comme il a su très bien le faire ces dernières saisons. Mais bon, en tout cas, on envoie toutes les condoléances bien sûr à lui et à ses proches. Deuxième nouvelle aussi qui n'est pas forcément non plus des meilleures pour le coup. Alors même si on va dire que l'issue est un peu meilleure, on l'a appris d'ailleurs il y a quelques instants à date d'enregistrement. C'est le cas d'Alonzo Mourning, qui avait déjà eu début des années 2000 de gros soucis de rein, qui lui avait sur lequel il avait même été forcé de mettre entre parenthèses sa carrière. Et là, on apprend cette fois-ci qu'il a eu un diagnostic de cancer de stade 3 de la prostate. Donc là, c'est pour le coup une maladie qui est beaucoup plus masculine, on va dire. En tout cas, qui est beaucoup plus pour les hommes. Il s'est fait retirer, il a eu une opération chirurgicale qui lui a permis de retirer justement la prostate. Il y a des tests additionnels, complémentaires qui ont été faits pour voir s'il n'y avait pas des fois des métastases ou de la prolifération sur d'autres organes. Apparemment, ce n'est pas le cas, donc il serait considéré comme en rémission. Complètement free. Donc en soi, ça reste une bonne nouvelle, mais malgré tout, on parle quand même d'un fait de société, parce qu'il y a, je crois, plus de 3 millions de personnes, notamment aux États-Unis, qui ont ce cancer sans forcément en avoir connaissance. Donc, je pense que ça peut rester encore un bel exemple, on va dire, de sensibilisation peut-être à ces risques, comme quoi il faut se dépister. Je sais pas vous ce que ça vous aspire là, messieurs. Alors moi ça me parle parce que c'est vrai que je pense que je suis l'un des plus anciens au niveau du groupe, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sensibilisation à partir d'un certain âge. Je pense qu'on a un bon médecin ou qu'on a un bon suivi médical, on recommande justement de faire ces examens qui ne coûtent rien. En vrai, c'est pas un truc qui pèse, et c'est assez rapide, et ça permet d'avoir une idée assez claire de la situation. Et c'est vrai que là, je pense que ça sera bien aussi pour son cas. Ça mettra aussi en lumière le fait qu'il faut pas hésiter à le faire,
parce que ça peut débloquer des situations derrière. Donc je pense que en plus c'est un personnage public, donc je pense que ça aidera aussi à les gens à aller vers cette démarche de le faire. Et c'est ça qui est intéressant, je pense aussi. Même si, comme tu as dit, c'est pas quelque chose de très sympathique pour lui, mais ça va aider d'autres personnes à éviter d'avoir ce processus-là. Bon, messieurs, ça vous... Voilà, vu l'historique j'ai vu notamment sur le groupe WhatsApp qu'on a tous ensemble, il y avait certaines théories, notamment de la part de Loris. J'allais en parler. Bah vas-y, écoute, fais-toi plaisir, Quentin. Je cite, il était chargé comme un mulet. Non, après, il y a des légendes qui disent qu'il a fait confiance au staff et qu'il n'a pas vérifié ce qu'il prenait comme aliment. C'est un peu comme l'histoire de la Juve où il faisait confiance au staff médical et il prenait les produits. Mais en vrai, j'ai envie de dire, quand t'es sportif professionnel, ton corps, c'est un peu ton temple. Ouais. Donc, tu fais quand même attention à ce qui rentre dans ton corps. Après, j'ai pas été jusqu'à un niveau professionnel très élevé pour me dire non, j'accepte pas ça parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais à un moment, c'est ce qui te permet de gagner ta croûte. Donc le minimum, c'est d'en faire entre guillemets un minimum attention. Après voilà, c'est notre époque aussi, Paul. C'est notre époque. Hein. Exactement, il y a ça aussi, c'est vrai. Époque. Exactement ça, il y a ça aussi. Moi, j'en parlais justement avec un proche à moi qui est très fan d'Alonso Morning. Il me disait aussi c'est une autre époque. Donc il y avait pas cette prise de conscience sur la santé ou sur tout ce qu'il y a derrière. Bah, il y a ça, et puis oui, c'est vrai que c'est très... ça va avec une époque, et moi, ça me fait toujours penser un peu aussi au traitement qu'avaient notamment les footballeurs américains, qui ont aussi une mortalité très jeune. Et on sait très bien aussi, c'est un peu le paradigme des sports US, où on sait que de toute façon, il y a des produits qui sont beaucoup plus tolérés que d'autres, notamment en Europe. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce décalage. Alors ça va avec la performance sportive aussi. Il y en a qui vont considérer que c'est du dopage, d'autres qui vont en considérer que non. Après, on n'a pas forcément... les ligues et les fédérations n'ont pas forcément toutes les mêmes tolérances. Mais bon, malheureusement, tôt ou tard, t'en payes un peu les conséquences aussi. Et on va dire que c'était un petit peu l'ancien monde, si on peut dire ça ainsi. Mais tu disais les sports US en premier, mais dans le cyclisme, c'est pas mal non plus. Ah oui, vrai aussi. Il n'y a pas que du jus d'orange dans les pipettes. Même dans la natation aussi, en vrai, il y a pas mal de... Oui. En fait, comme disait Vlad, c'est aussi l'objectif. En vrai, derrière, c'est gagner des sous. Donc en vrai, si tu peux faire de la performance pour être le premier et toucher les primes et être toujours devant, on va dire que tu vas faire ce qu'il faut pour être toujours au top. Ouais. Non, malheureusement. Bon, au final, l'aventure se termine en tout cas pour le moment plutôt bien pour Alonso Morning, bien sûr, à qui on souhaite une très bonne convalescence. Bon, allez, on va aller un petit peu sur des nouvelles un peu plus sympas, un peu plus joviales, on va dire. Allez, enfin, Troy Weather, il est viré des Pistons. Mazel tov, ça y est. Purée. Ça a mis du temps. Ouais, mais... ça a mis du temps. En effet, un Troy Weather qui est à la tête des Pistons depuis 2020 maintenant. Depuis 2020. Bon, je vous fais un peu le bilan. On est sur du 74 victoires pour 244 défaites. Avec pas mal de transferts, on va dire, catastrophiques. Je pense que t'en as retenu quelques-uns, Quentin, notamment. Dans mes petites notes, j'ai mis que quasiment tous les trades réalisés étaient anecdotiques. Ouais. On peut le dire, je pense. Moi, je me suis regardé un peu les mouvements qu'il avait fait tout à l'heure. Hormis les drafts, il n'y a que la signature de Marvin Bagley. Au final, je me dis, c'était une bonne pioche au final, vu son début de saison. Et tu t'es dit, tiens, je vais l'envoyer au Wizards contre Gallinari et Muscala pour cut les deux, cut un des deux, je sais plus. Ah, purée. Je crois que les deux ont été cut. Ouais, je crois que c'est les deux, ouais. C'est ça. Donc, bon. Non, voilà. Alors après, malgré tout, il y a quand même eu aussi de plus ou moins bonnes choses. Enfin, bon, malheureusement, ça, c'est le hasard qui
qui fait que, mais bon, ils auront eu que des pics 5 sur ces dernières années, les Pistons, mais ça leur a pas empêché quand même d'avoir des joueurs intéressants, et on pense notamment à Kate Cunningham, on va penser à Jalen Duren aussi, qui est plutôt intéressant, Jaden Ivey, bon, Ozar Thompson, bon, ça va, ça reste quand même des joueurs plutôt corrects. Kylian aussi, hein. Ouais, Kylian Hayes. Ouais, ouais, enfin, je sais pas trop comment dire de Kylian Hayes pour le coup. un peu cocorico, mais c'est vrai Oui, que comme tu dis, oui. c'est un peu particulier. Ouais, c'est vrai que c'est un Il y a peu... eu du Isaiah Stewart aussi en draft. Ouais, tout à fait. Donc bon, il y a du bon et du moins bon aussi. Toi, de ton côté, toi, Lucas, voilà, qu'est-ce que ça t'inspire justement là, cette nouvelle? Est-ce que tu attends éventuellement un gros nom pour peut-être reprendre un peu les Pistons? Alors, je le trouvais très positif à l'égard des Pistons. Moi, c'est une équipe qui me fait aucun effet depuis très longtemps, qui stagne, voire qui régresse chaque année, qui n'a aucun projet. C'est vraiment catastrophique le bilan pour moi. Cette année, ils font 28 défaites de suite, si je me trompe pas. Ils étaient border pour faire le record historique de l'équipe la plus catastrophique de l'histoire du sport américain. Oui. Les projets, oui, assembler des petites pièces comme ça, on est gentil avec Ivy, on est gentil avec Cunningham, etc. Mais au bout d'un moment, les gars, il va falloir faire quelque chose de concret quand même. Et dans ce bazar de cours de récré, moi, je vois pas grand-chose, quoi. Donc oui, il est temps de faire du ménage et ça tombe bien qu'il y ait une direction qui change les choses. Et j'ai hâte que voilà, l'équipe se reprenne en main parce que c'est quand même une franchise historique. Et qui a tellement vécu de belles choses que je sais pas moi, qu'est-ce que vous avez retenu des Pistons ces 10 dernières années? Pour moi, le dernier truc un peu positif qui s'est passé, c'était peut-être à l'époque Drummond qui montrait des choses au début de carrière, quoi. Puis après, qui s'est perdu. Mais depuis, je sais pas, moi, j'arrive pas à sortir quelque chose de positif. Bah, c'est vrai que la dernière vraie bonne impression qu'on a, c'est quoi? C'est peut-être, alors si je dis pas de bêtises, c'est la saison 2017-2018 ou 2018-2019, je sais plus, où t'as le duo avec Blake Griffin, ouais, où ça atteint les playoffs, quoi. Ouais, quand même. Mais bon, c'était pas dingue, hein, Griffin, voilà. Ouais. Bon, on a quand même eu un Blake Griffin qui était limite au sommet du basket, hein, au sommet de son basket à ce moment-là. Mais bon, ça en dit quand même long. Alors après, aussi, il faut remettre le contexte de l'élimination, on va dire, de Troy Weaver. C'est surtout qu'il y a un nouveau boss qui est arrivé du côté de Détroit. On a donc Trajan Langdon, le nouveau président des opérations basket, qui est tout fraîchement arrivé. Ça fait, je crois, même pas une semaine, si je dis pas de bêtises. Et bon, voilà, il a fallu marquer un peu le coup. Et puis, de toute façon, c'était... Voilà. Parce que là, on est limite sur un nom. Enfin, Troy Weaver, c'était catastrophique. Et puis... là, c'était limite l'équivalent d'un Elton Brand, en fait. Donc, pour le coup, voilà, autant s'en débarrasser et essayer de remonter quelque chose. Alors, est-ce que, par contre, ce sera à remonter quelque chose avec Monty Williams? Bah, au prix où tu l'as payé. J'allais dire, son contrat, il se termine quand? Parce que le problème, c'est ça. Le problème, c'est que il termine dans longtemps. Il a encore 4 ans. Voilà. Donc, à moins de payer ses indemnités, je vois pas trop le changer de coach. Ils vont faire avec, mais oui, je pense. Je pense qu'on va essayer de le recadrer par rapport à la stratégie, comme le disait très bien Lucas, c'est que on a galéré pendant des années. Maintenant, il faut essayer de trouver une stratégie où progressivement on va gagner du terrain. Parce que là, comme il l'a très bien dit, on n'a aucune idée de ce qu'ils veulent faire. C'est vraiment, quand on regarde le projet sportif, moi j'ai pas mal de potes à moi qui sont fans des Pistons. Des fois, je discute avec eux, je dis mais en fait, c'est quoi le projet? Vous allez où avec ça? Et c'est ça qui est malheureux. C'est qu'au moins on pourrait se dire bon, ça marche pas, mais on sait qu'on a une roadmap qui peut faire un truc. Mais là, il y a rien sur la roadmap. Tu sais, c'est quoi le projet? Il se résume en un mot: souffrir. C'est tout. C'est la souffrance. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que le projet, ils ont surfé vachement sur la draft ces dernières années en disant on est une équipe nulle, on va choper des jeunes, on va reconstruire comme ça. Le problème, c'est que si t'as pas de création, quelque chose de concret avec des jeunes, avec des vrais projets, savoir bien les entourer, etc., bah tu vas nulle part, quoi. Et tu fais régresser tes jeunes
et ton projet n'avance pas. Donc moi je pense qu'il faudrait construire un projet un peu, tu sais, comme ce qu'avait fait Orlando à l'époque avec Fournier ou Vucevic, aller prendre des mecs qui sont pas des premiers choix, des premiers couteaux parmi les plus hauts salaires, mais au moins construire une certaine histoire avec ces mecs-là et un ou deux jeunes qui performent et qui avancent. Parce que là, ça va nulle part, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais après, bon, on va dire que c'est peut-être le réveil parce que bon, on l'avait déjà abordé sur un précédent épisode avec notamment la possibilité d'accueillir le All-Star Weekend pour 2028. Avec notamment aussi tout un projet économique qu'il y a autour de la ville de Détroit. Donc, est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi un levier justement qui peut permettre peut-être de redonner un peu de... Oui. Ouais, un peu d'attractivité, on va dire, à la franchise, de la rendre peut-être un peu plus sexy pour le coup, ouais. Exactement. Mais bien sûr, en plus, la dernière fois, comme on en avait dit, en fait, je pense qu'ils essaient de rebondir sur le fait qu'en NFL, ça avait bien marché cette année parce que je pensais pas ils pensaient même pas que ça allait être aussi bon cette année en NFL. Et quand ils se sont dit qu'ok, on peut faire des choses intéressantes avec une franchise qui était moribonde à la base, si on met quelque chose en place, on met une vraie structure, on met des vraies choses en place avec comme Ladi vient de le dire, un truc carré, ça peut faire des trucs intéressants. Il faut que ce soit carré. Sinon, ça porte rien, quoi. Non, c'est sûr. Et aussi concernant Weaver, j'étais en train de regarder encore un peu 2-3 trucs. Tu m'étonnes, le nouveau directeur, il est arrivé, il l'attège, il a ouvert sa page Basketball Référence. il a vu que, non mais attends, il a vu que le mec, il avait réussi à trade le pick 2025 des Pistons. Oui. Et d'autres picks. Donc il a vu que le mec, il avait réussi à trade des picks et à perdre de plus en plus. Ça fait 20 victoires, 23 victoires, 17, 14. Ah, c'est chaud. C'est fou. Ah, franchement, c'est chaud. Et ils ont été grands seniors. Ils ont été grands seniors parce qu'ils l'ont même pas viré comme ça à l'américaine. Au revoir. Ils lui ont proposé un poste de scout dans la franchise. Quoi. Et il a refusé, le gars. Donc bon, il doit avoir mieux ailleurs. Ouais. Non, mais je pense qu'il a aussi une grosse tête aussi. Je pense que, tu vois, l'humilité de se dire que on me propose quelque chose pour rester dans la franchise, essayer de faire un truc. Il aurait pu dire, bon, voilà, j'ai un peu déconné. Je vais essayer quand même de faire un truc pour les aider à remonter la pente. Il a dit, non, les gars, moi, je suis un big boss. J'étais tout là-haut. Je peux pas faire un poste plus bas. Laissez-moi tranquille. Ouais. Bon. Ah, c'est dommage parce qu'il aurait eu sa planque en plus pour le coup. Donc, il aurait été tranquille en tant que scout. Il aurait été peinard. Mais bon, en effet, il a l'air d'aspirer à autre chose. Bon, en tout cas, bon vent, Troy Weaver. Je pense que ça ne pourra que mieux aller du côté des Pistons pour la suite. Ensuite, alors on va faire troisième et quatrième actu, enfin non, quatrième et cinquième, pardon, actu. Il y a 2 prolongations qui ont été actées sur la conférence Ouest et notamment sur la division Pacifique, avec les prolongations d'abord de Mike Brown, donc aux Kings jusqu'à 2027. Alors il avait son contrat qui était déjà garanti jusqu'à 2025. Avec une année donc 2024-2025 à hauteur de 8 millions de dollars, si je dis pas de bêtises à peu près. Et donc là, il est prolongé jusqu'en 2027 pour un total d'environ 21 millions de dollars. Donc ce qui est plutôt pas mal, je pense que ça reste dans une certaine continuité. Et Tyronn Lue aussi qui prolonge aux Clippers et pour le moment, on n'a pas encore les modalités de son extension. Plutôt logique, je suppose, ces re-signatures, messieurs ? Ça dépend qui. Ah. Bon. Parce qu'il y a une équipe qui est dans la continuité du on était nul à chier pendant 16 ans, le mec nous a sorti un peu de la merde, voilà, tu vois, on prolonge. Ouais. Et t'as l'autre, pareil. Le projet, ça fait 5 ans, il décolle pas. Il y avait, vu que c'est sur les Clippers, il y a aussi Zubac qui a été prolongé. Du coup, ils se sont dit, en fait, il y en a aucun qui s'est dit, ouais les gars, faut qu'on change un truc, c'est cette année, on prolonge Kawhi, on prolonge Tyronn Lue, on prolonge Zubac. Comme ça, on n'a plus de cap, on a les 2 autres stars qui se cassent, et on va continuer d'être décevants. Voilà. Ouais, je sais pas. Après, on va dire que Tyronn Lue, il y a quand même une certaine continuité. Alors après, bon, il y a d'autres facteurs aussi. Les Clippers, on va pas se mentir, c'est un vrai merdier aussi en soi, même si à l'extérieur ça paraît beau et flashy avec la nouvelle salle, etc. Mais bon, malgré tout, Tyronn Lue, ça reste. Alors après, c'est sûr que si tu veux peut-être essayer de viser plus haut, c'est peut-être pas forcément le coach qui va avec le roster qu'il y a actuellement, mais c'est quand même alors je fais un peu l'avocat du diable, mais je pense que c'est un petit peu difficile non plus de lui en vouloir
avec toujours les barrières les bâtons qu'il a eu quand même dans ses roues, quoi. Donc, il y a à la fois les absences du GOAT de San Antonio, Kawhi Du Leonard. GOAT de San Antonio, il a dit. Bien appuyé, vraiment, il a appuyé. N'est-ce pas, Quentin? Vraiment, Je voulais dire le GOAT des Raptors en plus. Le GOAT des Raptors. J'avoue, le GOAT des Raptors, ça se tape, hein, pour le coup. Mais ouais, avec Kawhi Leonard, avec Paul George. Alors, Paul George, peut-être qu'il atterrira aux Sixers, on ne sait pas. Avec James Harden, Russell Westbrook. Enfin, c'est quand même compliqué aussi de lui en vouloir et de le virer, on va dire, sur ce motif-là, quoi. Non? Ouais, Ouais, c'est pas... mais... il a ses fautes, mais c'est pas celui qui est le plus à blâmer, je trouve, au premier abord dans les échecs répétés des Clippers. Après, les Clippers, on sait qu'ils prolongent Ty Lue parce que comme ça, il va pas se barrer aux Lakers. Déjà, Ouais. ça les arrange. Mais en vrai, de toute façon, ils sont là. On est dans la continuité d'un truc qui est déjà pas terrible. Ils ont l'air de pas encore une nouvelle fois vouloir prendre une vraie direction, quoi. Enfin, de faire des vrais choix, de continuer parce que là, qu'est-ce que tu vas faire de toute façon avec cette équipe là. Donc, non, ça paraît compliqué l'année prochaine pour s'imposer dans l'Ouest au vu d'un projet qui semble déjà mort alors que il y a même pas l'été qui est passé, quoi. Ouais, bon, à voir, mais ouais, à voir concernant le cas Tyronn Lue, c'est vrai que bon, ça peut être aussi une prolongation un peu de la spirale un peu infernale qu'ils ont en ce moment, enfin depuis Par quelques défaut, années. quoi. Ouais, par défaut, Par c'est défaut. C'est vraiment par défaut. Voilà, Ouais. c'est ça que je cherchais. Ouais. C'est ça. Alors peut-être qu'il y a un peu de mieux. Je sais pas toi un peu ton analyse, Lucas, sur ces prolongations. Tyronn Lue ou même Mike Brown. Il y a aussi une notion de continuité dans ça. Ouais, après, les questions de coach, de toute façon, c'est est-ce que tu as vraiment mieux ailleurs, quoi, tu vois? Est-ce que tu peux vraiment aller chercher ça dépend les projets. Pour moi, c'est deux projets totalement différents, les Clippers et Sacramento. Sacramento qui valorise le gars qui, comme vous avez dit, qui les a sortis un petit peu du pétrin après des années d'absence au plus haut niveau. Je pense que c'est un mec qui a fait quand même du bien, Mike Brown, et dans la continuité, voilà. Tyronn Lue, je sais pas s'il faut le garder. Je pense que le choix de pas garder Paul George, je pense que c'est le meilleur des choix pour l'été des Clippers, pour un peu tourner la page et essayer de construire quelque chose de différent, parce que ce projet star ne va nulle part, on le comprend depuis longtemps avec les Clippers. Et je pense que même pour Paul George, ça peut lui faire du bien d'aller voir ailleurs. Honnêtement, ça a rien donné pendant 5 ans et je suis assez satisfait parce que c'est pas un joueur pour moi qui pour l'instant a trouvé la plénitude de sa fin de carrière, Paul George. Ok, ouais. C'est toi, Lucas. Pardon, pas Lucas. Kevin, je vais y arriver. Comme j'ai dit, je pense que ça serait une bonne chose aussi pour Paul George. Peut-être à OKC ou aux Sixers. Ça semble, je pense, les deux projets les plus intéressants où il pourrait apporter toute son expérience, même si il a jamais réussi à aller au bout. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que de toute façon, pour les Clippers, au moins, ça te permettrait de te servir du cap de Paul George pour peut-être aller chercher 3 bons role-players qui viendraient vraiment renforcer encore plus ce groupe et t'apporter encore un peu plus de profondeur et moins jouer sur un jeu starifié, mais peut-être un peu plus collectif et retrouver peut-être un ADN aussi, une ADN dans cette équipe, parce que maintenant il y a juste le côté bling bling, mais ça manque d'une vraie ADN cette équipe, je trouve. Bah ouais, vas-y Paulo. Ouais, mais après, ce que tu dis est super intéressant parce que pendant un moment, il y avait un peu cet ADN de groupe où il y avait la seconde unité qui faisait le travail et qui permettait aux stars de se reposer et d'être frais quand il fallait être efficace dans certains matchs. On l'a vu sur les Clippers à un moment, ça roulait super bien, même quand Westbrook a accepté de se mettre en retrait et d'aller sur le banc pour pouvoir faire en sorte que ça tourne bien. Il y avait encore ce truc intéressant. Mais c'est vrai que quand il y a commencé à avoir beaucoup de blessés et que les rotations sont devenues très faibles, bah forcément, tu joues sur une jambe, tu joues avec un genou, bah forcément, t'es pas aussi efficace que si tu avais toute ta santé. Donc forcément, sur les moments où tu peux être efficace pour tuer les matchs, tu ne peux pas le faire. C'est vrai que c'est ouais, compliqué. Mais bon, toi, ça fait tes affaires, Kevin, du coup. Ouais.
Ouais, oui, bah on verra. En plus, ça me fait penser à une autre équipe et du coup j'ai une théorie. Ouais. Ça me fait penser à une autre équipe, c'est les Nets qui avaient une vraie identité de jeu, etc. À l'époque de D'Lo, un peu grind et tout, qui était sympa et tout. Et après, qui c'est qui est passé par là? James Harden. Et après les Clippers, James Harden. Voilà. Oh, ouais, bah on peut faire le parallèle avec Kevin Durant aussi, hein. Ouais, mais oui, c'est c'est pas vrai aussi aussi. Parce que c'est lui l'initiateur de tout ça, surtout. C'est vrai que... Bizarre. Faut rappeler que c'est lui le fossoyeur de franchise. Bon, bah, en tout cas, bon. Les trois de OKC, les trois fossoyeurs. Ouais, voilà, on les appelait. c'est ça, exactement, les faucheuses. Eh ben, écoutez, très bien, messieurs, pour ces actualités. Est-ce que vous avez peut-être d'autres choses qui sont passées un peu sous le radar, d'autres nouvelles que vous souhaitez peut-être aborder avant qu'on aborde le débat de la semaine? Merci, messieurs, pour cette réponse de qualité. Non, pas comme ça, non. Final. Eh ben, écoutez, Au but. voilà, exactement. Au passage, un petit info, ça y est, hein, Kylian Mbappé a donné son accord pour aller au Real. Voilà. C'était un secret de polichinelle, ça, les gars. J'ai envie de dire. On est bien d'accord. Je crois qu'il n'y a que Macron qui était pas au courant. En plus, ce qui se passe avec les JO, ça me surprend pas. J'ai envie de te dire qu'ils sont pas au courant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas au courant, j'ai l'impression. Eh ben, écoutez, très bien, messieurs. Ce que je vous propose de suite, c'est d'écouter Loris, hein, qui va nous faire donc la fameuse introduction du débat. Oula, je vais y arriver, du débat de cette semaine. Saison 2024-2025 de Betclic Elite qui débute par un Monaco Asvel, un choc incroyable histoire de bien lancer la saison. Et pour m'accompagner pour la saison, je vous présente Loris. Bienvenue. Merci Lucas, c'est un plaisir d'être là et de commenter avec vous. Alors attention, l'entre-deux ne va pas tarder à débuter, c'est parti. Vous commentez pas Lucas? Bah non, on n'a pas de diffuseur, personne n'a voulu racheter les droits. Ah. Sinon il est sympa Tony Parker? Bonjour à tous nos chers auditeurs et bonjour à toute l'équipe Forever, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loris aka Catch and Shoot et chaque semaine ou presque, je reviens sur un sujet d'actualité, un coup de cœur ou un coup de gueule. Cette semaine on va parler des Finals NBA qui débutent pour nous français à 2h30 du matin, dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juin et qui opposera les Boston Celtics aux Denver Nuggets et qui... Ah, excusez-moi. Oui, allô? Oui. Très bien. D'accord, oui. Merci. Désolé, c'était ma psy qui m'aide à soigner mon déni. Je disais donc oui, les Celtics face aux Dallas Mavericks. Mais avant de parler de ça, remercions notre invité du jour, à savoir Lucas Niclot, journaliste et commentateur pour France Télévisions, Sport en France, la LNB et la FFBB. Ah pardon, désolé, c'est mon chien, dès qu'il entend FFBB, il se met dans tous ses états. Je sais pas ce qu'il a... Hey, couchez, Francisco, couchez. Lucas, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation pour la seconde fois, car oui, depuis la dernière fois que t'es venu, ça a un peu changé, à la différence de la FFBB. Couchez, j'ai dit. Alors Lucas, j'aimerais beaucoup faire des vannes sur le championnat France et parler des playoffs de Betclic Elite en cours avec toi. Mais il y a un truc qui m'empêche de le faire, c'est... Comment le dire sans que ça soit mal perçu? Mec, fais-le en musique, ça passe mieux. Ah ouais? Alors attends, j'essaie. Tu m'en bats les couilles, on en bat les couilles. Je m'en bats les couilles, on en bat les couilles. Ah merde, ouais, putain, mais t'as raison. Et oui, tu peux tout faire passer en musique. Ah ouais, mais de ouf. Attends, j'essaye un truc et j'ai des messages à faire passer, ça tombe bien. Et je vais expliquer pourquoi je regarde pas le basket français. Tu me dis si c'est bien, hein? Quand sera-t-il de tous ces matchs que je devais regarder? Mais je n'ai pas le temps, trop occupé par la NBA. Je fais pas le buzz, regarde pour preuve, j'ai pas d'abonnés. Je traîne sur Forever à faire des blagues qui font pas rigoler. Pendant des piges, j'ai attendu que ma chaîne perce. Puis j'ai fini par comprendre que c'est de ma faute si c'est de la merde. Combien de podcasts, combien de lives avant que je me range. Le cœur et l'esprit d'un créateur sont des endroits tellement étranges. Je retournerai à McDo pour me payer mes prochains morceaux. J'en veux de ouf à Elon Musk qui me porte mes euros. Donc pas de Betclic, je regarde les matchs d'un pays de salauds. 120 balles le league, passé dans un squeak, je mets pas de tarot. Tout ce que je fais, c'est pour sortir ma chaîne du piège. Je suis un passionné, toujours présent quand c'est l'heure de la Hesse. Quand j'étais jeune, je me disais je regarde Strasbourg. Aujourd'hui, je regarde Mickey Mouse, Orlando Magic faire les fous. Mais je suis habitué, habitué, habitué. Habitué, habitué, habitué. Habitué, habitué, habitué. Habitué, habitué, habitué. Ça fait des siècles, ça bombarde la Palestine.
Et Israël. Par contre, on n'aime pas couper. Bref, pour revenir à notre invité, désolé, mais je suis un garçon qui brasse beaucoup d'air, donc forcément, je prends pas le temps pour le basket français et européen. D'autant plus qu'en parler de l'NBA, il faut que je soigne ma dépression à cause de l'OM. Ah, excusez-moi. Oui. Allô? Ah, d'accord, ok, oui, très bien. Pas de souci, merci. Désolé, c'était encore ma psy, il faut que je m'en trouve une nouvelle. Elle a découvert que Rachid Zeroual était encore vivant. Néanmoins, merci à toi, Lucas, pour le boulot accompli, pour toutes les good vibes et la superbe image que tu donnes au basket français, et j'espère que tu pourras aller encore plus haut. Rien à voir avec Tina Arena. Alors, revenons donc au sujet de la semaine et aux Finals NBA dont l'affiche sera Dallas-Boston. Une affiche qui ravit. Et notre Lucas à nous, qui doit d'ailleurs ne plus être qu'à quelques heures d'Hélico Beach du TD Garden, si mes calculs sont bons. Alors oui, c'était pas l'affiche majoritairement pronostiquée, mais en tout cas, est-ce que c'est pas celle où le drama sera le plus présent? Luka Doncic qui débarque pour ses premières finales NBA et qui va affronter Jaylen Brown dans un duel de franchise player. Bah quoi? Porzingis qui retrouve son ancienne équipe. Kyrie Irving qui va prendre la foudre à chaque touche de balle à Boston, tandis que Jason Kidd aura à cœur de les tabasser. Et j'arrête volontairement ma phrase ici. Je sens qu'on va avoir du sang et ça, c'est pas pour me déplaire. Bon, je vais pas me lancer dans la preview parce que flemme, mais voici mon prono. 4-3 Mavericks. Ah, vous êtes pas d'accord avec moi? Pas grave, parce que moi, vous savez... C'est incroyable. Cet homme est génie. Je sais pas comment il fait. Moi j'ai toujours dit à l'air de Marseille, là, il y a un truc dans l'air de Marseille. Ah mais c'est les herbes de Provence quoi. Je sais pas comment, je sais pas ce qui se passe par là-bas. C'est l'air marin ça, c'est pour ça. Il y a un truc. Cet homme est complètement fou. Merci Loris pour cette introduction. Ouh. Bon, j'ai bien aimé le chien Francisco. Au passage, le pitbull. Bon, bah voilà. C'est l'actualité en plus, ouais, le chien Francisco. Bah oui, c'est pour ça. Bon, bah voilà, le décor est planté. Donc, finale NBA 2024, Boston Celtics, Dallas Mavericks. Quels sont vos pronostics, messieurs? Qui se jette en premier à l'eau? Moi, j'irais 4-2 pour Boston, mais en même temps, je suis pas objectif. Ouais. Attends, donc bon, ça c'est le cœur qui parle. Mais après, je pense que ça va être une confrontation très compliquée parce qu'on a vu que ils ont réussi à se réinventer sur ces playoffs. Dallas a réussi à vraiment, un peu comme dans une équipe de NFL sur des playoffs, à s'ajuster en fonction des adversaires. Quand un adversaire leur propose un truc, les contrecarrer pour trouver quelque chose pour leur rendre la vie difficile. Et je pense que dans le sport, c'est un peu ça la recette pour essayer d'aller loin. Là, tu t'adaptes à ton adversaire, c'est trouver les meilleures options pour pouvoir les rendre des trucs compliqués. Donc, j'espère que Mazzulla, il a bien bossé les vidéos, il a bien travaillé parce que là, je pense qu'il va avoir du pain sur la planche. Ouais. Donc, du coup, t'as dit 4-2, c'est ça pour toi? 4-2 pour Boston, ouais. 4-2 pour Boston. Ok. Alors, on va peut-être laisser la parole aux Bostoniens. Donc, je vais laisser Lucas peut-être se prononcer aussi sur son pronostic et avec les éléments peut-être qui seront à mettre en avant pour l'une ou l'autre équipe. On sait pas. Écoute, en toute subjectivité et en toute objectivité, je vois Boston gagner pour plusieurs points, mais il les a bien résumés, Paul. Mais je vois Boston supérieur dans beaucoup d'aspects. Je vois une équipe de Dallas quand même qui a tracté beaucoup de ses talents et de son jeu offensif avec deux joueurs que Boston peut vraiment mettre en difficulté sur l'aspect défensif. Au-delà même de l'attaque, je pense que Boston a vraiment beaucoup d'armes pour limiter et Luka Doncic et Kyrie Irving. On peut mettre énormément de joueurs sur ces deux-là, et rien que sur ces deux-là, si tu les bloques un petit peu, je pense que l'équipe de Dallas peut vraiment déjouer son basket. Et voilà. Donc je pense que Boston a les armes, peut se faire peur quand même à la maison, donc c'est pour ça que je dis 4-2 aussi. Mais je vois bien les Celtics champions sur le match 6. Ouais. Donc on part aussi sur un 4-2 pour Boston. Alors juste avant de vous donner la parole, Quentin et Kevin, juste pour refaire un petit peu le parcours déjà de Boston sur ses playoffs. Donc premier round remporté 4-1 face au Miami Heat. Ensuite demi-finale de conférence gagnée aussi 4-1 contre Cleveland, et on a eu droit au sweep face à Indiana. Et du côté de Dallas, ce qu'on a sur ces playoffs, c'est au premier tour les Los Angeles Clippers, donc
qu'ils ont réussi à se défaire 4-2 au premier tour. En demi-finale de conf, Oklahoma City Thunder, pareil 4-2. Et gentleman sweep contre les Timberwolves sur le score de 4-1. Quentin, Kevin. Déjà, tu t'es trompé sur le nom des équipes qui ont joué contre les Celtics. T'as pas cité les bons hôpitaux. Le pire, c'est que j'allais vérifier et j'allais dire, mais quoi, je me suis gouré. Bien vu, bien vu. Oui, c'est vrai qu'il y a des circonstances. Ouais. J'aurais 2 pronos à faire. Vas-y. Un objectif et un subjectif. On va commencer par le subjectif. 4-0 Mavericks, Jonathan. Ouais, vas-y, toi. Encore un qui n'aime pas Jason Tatum. Non, en vrai, non, en vrai, je m'en fous. Je m'en fous de Tatum. C'est juste, moi, j'ai envie de voir Luka Doncic prendre sa bague. Mais objectivement, 4-2, 4-3 Celtics. Ouais, parce que Oui. tu disais pas pareil il y a quelques jours. Hein. J'ai Il dit a réfléchi. objectivement. J'ai dit objectivement. J'ai pas été objectif avant. Ok. Vas-y, Kevin. Moi, je suis un petit peu partagé sur cette série. En fait, j'ai l'impression que dans ma tête, j'imagine un petit peu 2 scénarios. C'est-à-dire soit le 4-2 Celtics, qui paraît assez être une tendance, je pense, sur cette finale NBA. Ou alors, j'ai l'impression que le scénario le plus probable derrière, c'est le 4-3 Mavs, parce que j'ai l'impression qu'en fait, plus la série va être longue, plus les Mavs vont avoir l'avantage, je pense. Notamment, on l'a vu, comme ça a été dit tout à l'heure, sur leur capacité d'adaptation, etc. Et je pense que à ce petit jeu-là, plus tu vas prolonger l'échange, entre guillemets, et plus les Mavs vont pouvoir déployer un panel de solutions, et les Celtics n'auront peut-être pas autant de solutions à proposer. Et je pense que c'est ça qui pourrait provoquer peut-être, du coup, on va dire, la surprise, on va dire, quand même, de la victoire des Mavs. Parce que en plus, là, t'as 2 très bonnes défenses, mais t'as aussi 2 très bonnes attaques. Et donc, on va voir aussi ça, comment ça va être géré de chaque côté. Par exemple, les Celtics qui ont parfois eu des petits trous d'air, ou les Mavs aussi face à Minnesota. On a vu que, du coup, les Pacers, face aux Pacers, pardon. Du coup, dès que t'avais des petits trous d'air, vu que l'attaque des Pacers était très bonne, ils revenaient assez rapidement. Par contre, les Mavs, eux, de leur côté, face à Minnesota, l'attaque était moins bonne. Et du coup, ils arrivaient toujours quand même à gérer leur lead, etc. Mais ouais, je vois un avantage en termes de profondeur et de solutions tactiques là, pour les Mavs qui pourraient les avancer sur une série longue. Alors, j'ai 2 questions du côté des Celtics. Alors déjà, première question, c'est quid de Kristaps Porzingis? Et de 2, est-ce que Jrue Holiday n'est pas la pièce maîtresse pour enfin amener les Celtics au titre? Franchement, je vais pas te mentir, hein, avant l'émission, ce que je t'ai dit, j'attends mon maillot de Jrue Holiday. Oui. Et pour moi, et on en parlait avec ce fameux pote qui est fan d'Alonso Morning et qui est fan du Heat. Ce qui est ouf, c'est que les Bucks ont permis à un concurrent de se renforcer. C'est-à-dire que en lâchant Jrue Holiday et en essayant de récupérer Damian Lillard, ils ne se sont pas dit, mais ce mec-là, s'il part dans la conférence Est, en vrai, il a peu d'équipes où il peut aller pour performer. Et là, je pense que les mecs de Boston, dès qu'ils ont vu ça, ils ont dit, on peut avoir un type qui nous apporte de 2 côtés du terrain. On va pas se gêner. On va pas se gêner pour récupérer un type qui est en plus intelligent et qui peut nous permettre de faciliter la tâche sur certains matchs. Et on l'a bien vu contre Indiana. Moi, je disais à Damas, malheureusement, on voit très bien que ce type, quand on arrive dans les dernières minutes, c'est un tueur. C'est un type, s'il est sur toi, si t'es pas fort mentalement et physiquement, c'est compliqué. C'est un bœuf. Donc je pense, et puis je pense qu'avec sa situation aussi personnelle, avec ce qu'il a vécu avec sa femme et tout ça, dans sa tête, s'il est costaud. Donc tu ajoutes ça au fait qu'en plus il veut aussi lui aussi gagner. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Franchement. Sachant que ça avait été un des meilleurs Bucks sur la finale, vous vous en souvenez, contre Phoenix.
Il connaît le chemin, il peut vraiment faire une différence quand, en plus, sur sa match-up, c'est la match-up qui va être décisive sur ses finales, parce qu'en face de lui, il y aura et Luka et Kyrie. Il est épaulé en plus. On parlait de Derrick White, on peut mettre du Jalen Brown, on peut mettre plein de joueurs comme ça pour être casse-pieds sur les lignes extérieures. Et ouais, on parlait de ce trade qui fait la bascule, justement, tu l'as dit, Paul. On pense à Marcus Smart, mais c'est Marcus Smart qui avait été en finale avec Boston en 2022 et qui avait été un petit peu transparent contre les Golden State Warriors. Là, j'en attends beaucoup de Jrue Holiday, qui va être vraiment le joueur le plus impactant, je pense, défensivement pour cette équipe de Boston contre Dallas. Alors, c'est vrai que pour le coup, Jrue Holiday, c'est l'upgrade plus comparé à Marcus Smart il y a ne serait-ce que 2 saisons. Mais alors, j'ai cru voir, je veux bien que vous me confirmiez, cher Bostonien, Kristaps Porzingis s'est entraîné samedi, si je dis pas de bêtises. Oui. Il a repris en effet l'entraînement. Alors, est-ce qu'il est attendu sur le match 1 ? Je crois que c'est pas encore complètement certain. Mais est-ce que est-ce que c'est pas là où justement la Dallas doit, si des fois Porzingis n'est pas là, créer l'upset direct sur le match 1 et de vraiment appuyer sur le secteur intérieur avec... Comme l'a dit Kevin, je pense qu'ils ont tout intérêt à faire en sorte que ça dure. Ouais. Parce qu'en vrai, si Boston arrive à gagner des matchs un peu en roublardise, comme ils ont fait contre Indiana, ou contre Indiana aussi, ça a été difficile. Les gens disent, oui, on a roulé dessus, mais il y a des matchs où on est remonté de l'enfer. Je pense qu'il y a des saisons, on n'aurait pas gagné ces matchs-là. Donc je pense que cette expérience-là de se dire, c'est pas grave, on est à moins 18, moins 15, on applique ce qu'on sait faire. Et c'est souvent même, moi je parle souvent de l'exemple des Chiefs en NFL, les Kansas Chiefs. Tous les matchs, tu regardes leurs matchs de playoff quand ils gagnent, des fois ils sont menés, et tu vois, Mahomes s'est dit calmez-vous. Il reste le 3e, il reste le 4e, on a nos systèmes, on l'a fait ça toute l'année, on a travaillé avant la saison, on sait ce qu'on sait faire. Donc quand la brèche va s'ouvrir, on rentre, on s'enfonce. Et ben c'est un peu ça. Je pense que quand les équipes maîtrisent leur système, savent, tout le monde connaît son rôle, on ne tremble pas. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des matchs où on a été éclaté, des matchs. On a fait des émissions. J'ai dit, si on avait ce minimum de roublardise avec nos jeunes sur ces matchs-là, on aurait gagné. Mais ça s'apprend avec le temps. Tu peux pas l'acquérir comme ça. C'est avec le temps. Ouais, bien sûr. Mais je pense que ça commence à rentrer. Bon, très bien. Et du côté de Dallas, toujours, est-ce que... Alors, vu que là, on est face à un vrai collectif, est-ce que... alors, ça va être un petit peu... elle va être un peu marrante, ma question, mais est-ce qu'on n'a pas besoin, justement, d'un Luka Doncic qui n'a pas besoin de surperformer pour arriver, justement, à atteindre le titre ? Moi, je pense que c'est même pas une histoire de surperformer ou quoi, tu vois. Ouais. Parce qu'on sait qu'il va performer, même si t'as des Jrue, des Derrick White qui vont être sur lui. On sait que normalement, il va performer. Mais moi, je pense que ça passe pas par lui qui surperforme ou pas, tu vois. Mm-hmm. S'il surperforme, tant mieux. S'il performe normalement, tant mieux aussi, quoi, j'ai envie de dire. Mais c'est pas sur lui où ça va se jouer, je pense. Je pense que ça va plus se jouer du côté, tu sais, des PG Washington, des mecs comme ça, tu vois. Ouais, toujours le secteur intérieur. En fait, c'est pas par rapport au secteur intérieur que je dis ça, c'est plus par rapport tu sais, qui est l'option 3 de cette équipe. Ok. Tu vois, parce que PJ Washington contre OKC, il a été très très important, avec 2 matchs de suite à plus de 20 points. On va attendre ce genre de perte de quelqu'un d'autre, parce que si t'as juste Kyrie et Luka face à ce collectif des Celtics, ça, peu importe au niveau où ils seront, je pense que ça va pas passer. Okay. Ah mais les gars, la 3e option pendant la série contre Minnesota, je l'ai pas tant vu que ça. Ce fameux 3e joueur. Il y a eu des super rôles défensifs. Ils ont réussi à éteindre notamment un mec que je voyais pas autant éteint sur la finale de conférence, c'est Edwards. Ouais. Mais au-delà de ça, je trouve que Dallas s'est vachement reposé sur son duo Doncic et Irving, avec un Luka Doncic incroyable, qui a emmené son équipe en finale, et avec Kyrie qui retrouve le meilleur niveau.
Mais sur la troisième option, je suis pas encore convaincu qu'il y a vraiment ça. Pour l'instant. Il n'y en a pas une établie, mais en fait, ils ont une pluralité d'options, on va dire, et suivant les match-ups, suivant les physionomies de rencontre, etc. Et Jason Kidd en plus l'a très bien fait aussi, et c'est pour ça qu'ils arrivent à bien s'adapter les Mavs. C'est que du coup, tiens, c'est PJ Washington qui met ses shoots dans le corner, et on va faire le bon pick avec Luka pour amener PJ Washington dans le corner et le servir. Tiens, c'est Derrick Jones Jr. qui est bien, ok, hop. On va aller chercher un peu de drive ou de la percussion. Hop, Daniel Gafford, on a bien vu, ils exploitent très bien aussi les alley-oops, etc. Donc, en fait, je trouve que c'est vraiment, ça repose du coup sur deux têtes et à côté une armée de soldats un petit peu, mais qui sont là et qui peuvent un petit peu s'intervertir selon les rencontres, je pense. Donc toi, t'es pas inquiet si Kyrie ou Luka fait un moins bon match? Tu penses que Dallas peut quand même gagner des matchs? Pas forcément. Je pense qu'il faudra forcément gagner, mais rendre en la même vie temps. difficile. Ouais, voilà. Mais en même temps, je pense que du côté des Celtics, si t'as pas un bon Jaylen Brown et un bon Jason Tatum, pareil. En fait, à chaque fois, t'auras toujours, je pense, ce duel, on va dire à 4 avec Doncic et Tatum qui doivent se regarder dans les yeux et Jaylen Brown et Kyrie Irving qui se regardent dans les yeux. Et celui qui prend l'avantage sur l'autre, en fait, il donnera souvent une sacrée option peut-être à son équipe derrière, je pense. Tiens, vas-y, Quentin. Je vais rebondir. Justement, tu vois, t'as le quatuor de les quatre grosses stars. Après, l'avantage des Celtics aussi dans cette histoire, c'est t'as des mecs comme Derrick White. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Bien sûr. Derrick White qui, on l'a déjà vu sur des matchs, même sur un mois entier l'année dernière. Le mec peut arriver et dire tiens, ce soir je vais être la première option. Oui. Et je vais mettre 7 tirs à 3 points. Voilà. Ouais, voilà. C'est Et ça. après, après, pour Zingis, je compte un peu moins dessus parce que la dernière fois qu'on l'avait en playoff, c'était pas fameux, mais après, dans ce système des Celtics, oui. Il va être option 3 bis. Tu vois, je pense qu'on peut dire option 3 bis parce que là, je parlais d'Eric White. T'as aussi Jrue Holiday. Tu vois, donc ça fait t'as 3 mecs qui peuvent scorer en dehors C'est des Pritchard aussi, on a oublié Pritchard dans le lot. Bien sûr. Mais pour moi, à Boston, t'as 4 ou 5 mecs qui peuvent mettre 20 points dans le match. Vraiment. Ouais. T'es pas loin. Dallas, je suis pas sûr. À Dallas, normalement, tu devrais en avoir 3 ou 4, mais il y en a un, il a décidé de puer la merde sur la moitié de la saison. C'est dommage. C'est dommage. Mais après, il est revenu un petit peu dans la dernière série, mais c'est dommage pour Tim Hardaway. Tim Hardaway. Il était quasiment candidat 6e homme à un moment presque et tout. Enfin, on en reparlait un petit peu et. C'est pas un mec qui peut surgir là sur les finales? Justement, on l'a vu un petit peu face aux Wolves, il avait quasiment pas joué, il est venu un petit peu, il a apporté, donc c'est là-dessus où les Mavs ont un petit peu, en fait, c'est plus flou, mais Jason Kidd arrive bien, suivant la situation, à utiliser la bonne carte au bon moment. Alors que pour les Celtics, t'as beaucoup plus de grosses certitudes, mais après, s'il faut s'adapter, t'as peut-être un petit peu moins de dernière solution, quoi. Mais c'est clair que si tu compares les 2-5 normalement, par exemple, les Celtics doivent être au-dessus logiquement. Ouais. Mais alors, vu qu'on parlait d'une vraie troisième option du côté de Dallas, est-ce que je vais même pas dire la révélation, ce serait la surrévélation. Est-ce que ce serait pas Derek Lively? Il a une carte à jouer. Oui, on n'en a pas parlé. Ouais. Oui, il a une carte à jouer, mais clairement, mais je pense que de toute façon, au niveau de la trade line, c'est Dallas qui a vraiment gagné sur cette trade line parce que tous les joueurs qu'ils ont récupérés ont permis de leur apporter une valeur ajoutée au niveau des playoffs. C'est des joueurs qui étaient en perte de vitesse que, même là, en rigolant, dernièrement, ils ont posté sur leur compte Instagram, les mecs de Dallas. C'est des mecs, ils étaient à Washington, je sais pas où, on vous disait, bon, c'était fin de vie, fin de garage. Et là, ils arrivent à Dallas et tout de suite, ils reprennent de la vitalité. Et je pense que c'est aussi ça, je pense, comme tu le disais, Kevin, c'est cette force qu'a Jason Kidd de dire, OK, les gars, maintenant vous êtes là, montrez-vous, faites des choses, faites en sorte qu'on n'oublie pas que vous êtes des bons joueurs. Et je pense que c'est ça aussi, comme je disais tout à l'heure, ça va être un duel de stratégie. C'est un peu comme là avec la finale de Ligue des Champions. Dortmund menait toute la première mi-temps, ça tire sur les poteaux, ça met pas. Ancelotti, à la mi-temps, il dit calmez-vous, on a l'habitude de faire ces matchs coup près. Vous revenez et là vous déployez votre jeu. Ils arrivent en deuxième mi-temps, boum boum, 2 buts. Donc je pense que ça va être le discours
à chaque temps mort, à chaque arrêt de jeu, quoi que ce soit, comment on gère les trucs. Et à partir de là, comme tu as dit, s'il y en a un qui prend s'il y en a un des quatuors qui prend le dessus, bah, les autres vont suivre, en fait. Comme ce sont des leaders, ils vont dire, bon, ok, nos gars bossent, nous aussi on roule. Mais T'es comment, Paul, au niveau du stress? Moi, je sais pas pourquoi. Tu vois, t'es fan des Celtics depuis longtemps ou pas? Parce que moi, ça fait depuis, depuis un petit moment. Mais après, moi, j'avoue que pendant toute la saison, je n'ai pas trop parlé. Tu pourras demander à Vlad. Je suis pas quelqu'un qui fait le fanfaron. Je suis pas là à dire ouais, non. Mais je pense que au fond de nous, on attend qu'on step up. Tu vois, ça fait un moment qu'on arrive en demi-finale, on arrive en finale, on la gagne pas. Je pense qu'à un moment, même les joueurs, j'espère, hein, moi dans mon fort intérieur, j'espère qu'ils se disent ouais, on est arrivé en demi, on est arrivé en finale, maintenant il faut la gagner. Et Kevin Garnett le disait pas très longtemps, il disait ce qui fait la différence entre quelqu'un qu'on va se rappeler et quelqu'un qui est un joueur ou un bon joueur, c'est le mec qui soulève les trophées. Et je pense que si ces gars-là veulent devenir des gens importants à Boston, il faut démontrer. Et la seule moyen de démontrer, c'est de gagner. Dans la peau d'un fan, en tout cas, que je suis de Boston, j'ai jamais été aussi serein. Au-delà que ça soit une finale ou pas, je sais pas pourquoi. Oh là là, alors ça. Je ne pas comme toi. J'espère que je ne me tromperai pas. Hein. J'espère que ça se trouve Dallas sera champion, etc. Mais j'ai un sentiment de. C'est Dallas en face. Je suis pas persuadé qu'ils ont les armes pour nous embêter. J'aurais été beaucoup plus inquiet de voir Denver ou même les Timberwolves en face, qui ont des armes qui sont un peu plus chiantes. Historiquement, Boston a toujours eu du mal avec les grands, les intérieurs. Giannis nous a fait vraiment beaucoup de mal ces dernières années. Même Joel, on l'a beaucoup critiqué, etc. Ça a toujours été chiant à l'Est. Même du côté de l'Ouest, hein, on a vu Jokic cette année nous faire pas mal de chansons. Donc j'étais très inquiet cette année. Je vois Dallas se présenter, je vois une équipe de Boston qui a joué son jeu assez sereinement quand même, en faisant face à des équipes avec des blessés certes, en étant assez serein, et même tu l'as dit, hein, dans des matchs difficiles contre Indiana, etc. Avec la défense, ça a été vraiment très compliqué de prendre un match à Boston. Donc je sais pas, je suis pas convaincu et je dis 4-2 avec l'envie de voir une belle série, mais ça se trouve ça sera 4-1, tu vois, honnêtement. Mais alors après, petite donnée qui un peu, on va dire, pour l'anecdote, bon, on a eu le droit en 2016 à la première équipe qui a remonté une série de 3-1. Là, on a potentiellement avec Dallas une équipe qui serait la première de l'histoire à gagner un titre en étant spot 5. On a eu techniquement. On a eu les Rockets qui sont l'équipe la plus basse à avoir gagné en termes de classement, à avoir gagné un titre en 95, si je dis pas de bêtises, en étant 6e. Il y a eu que les 4 premiers de conférence à chaque fois qui ont gagné ensuite des titres, mais il n'y a jamais eu de 5e. Alors il y aurait peut-être moyen, on va dire plus ou moins, de marquer l'histoire aussi. Après, la conférence Ouest, pour moi, c'est un peu trompeur. Les positions sont un peu trompeuses parce qu'en vrai, sur la conférence Ouest, on a vu sur cette saison, tu pouvais descendre, remonter très rapidement si tu gagnais, et c'était vraiment comme on dit souvent, c'était vraiment le Far West. Ouais. C'est-à-dire que quand tu étais là-bas, il fallait pas se tromper. Et je pense que la position de 4, 5, 6, pour moi, ça veut rien dire au niveau de l'Ouest, ça veut rien dire parce que chaque équipe entre le 1 et le 8 a des armes assez élevées pour, je pense, comme là où on parlait des conférences. Quand on compare les conférences, quand on compare la conférence Est et la conférence Ouest, on voit très bien qu'il y a un gap. À part Boston, qui cette année, comme tu l'as dit, est vraiment au-dessus. Mais les autres, dans la conférence Est, je suis désolé, le niveau, si on faisait un match conférence Est, conférence Ouest, on se ferait taper dessus. Donc je pense que pour moi, c'est un peu faux. Ça, en 5e. Ça reste une équipe qui a pris 50 victoires. Ça reste qu'il faut respecter. C'est exactement ça, tu vois. C'est des équipes qui prennent des victoires. Donc pour moi, la position ne va pas gros dire, c'est ce que tu gagnes. Et comme je disais tout à l'heure, Jason Kidd, il est très malin. C'est quelqu'un qui a fait des finales, il connaît. Je pense qu'il a aussi un leadership. Il sait comment parler aux joueurs. Donc je pense qu'il a aussi ce bagou pour pouvoir motiver ses joueurs. Donc c'est pour ça que moi, je suis très réservé. Il y a beaucoup, j'ai d'autres fans des Celtics qui me disent ouais, on va leur rouler dessus. Je leur dis non, calmez-vous, on va pas leur rouler dessus. Je dis pas qu'on va leur rouler dessus. Jean-Lucas. Dans notre esprit, on espère, on se dit ouais, génial, on a la certitude, on est fort, mais on a vu, moi
honnêtement, des fois, je suis le premier à les critiquer. On a vu des matchs où on était vraiment transparent. Donc, ça peut arriver. Là, on peut avoir 4 matchs. Il faut bien commencer, mais à un moment, on peut avoir un coup de mou, c'est humain. Tu peux être mauvais. Donc, c'est comment tu gères ça. Donc, c'est pour ça que je dis, nous calmons-nous. On a des certitudes, mais c'est du sport et tout peut arriver. Alors, du coup, en tant que... Oui, vas-y, Quentin. Je voulais, avant d'oublier, parce que vous me connaissez, je voulais rebondir sur quand tu parlais de Lively, donc c'était il y a déjà 10 minutes. Oui. Où tu parlais justement de Lively avec l'option 3, tout ça. Là où ça va être très très compliqué, c'est que 90% de ces paniers sur les playoffs, c'est déjà tous ces paniers c'est à 2 points. Hein. Ouais. Et 90% des paniers c'est sur une passe décisive, donc 90% des paniers ça doit être des lobes. Ouais. Pas loin. Donc ça va être ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué pour lui d'être une vraie option 3 pour l'instant. On avait vu pendant la saison, il avait quand même quelques petits moves au poste, mais c'est un rookie en plus. Hein. Voilà, oui, bien sûr. C'est bon. T'as Portford en face. Hein. Il y a en face, c'est Porzingis potentiellement. Porzingis, même des Jason Tatum ou quoi qui peuvent le faire chier. Et puis tu sens que ces petits moves au poste, il y a encore besoin de travail et que là, sans des créateurs comme Luka Doncic ou Kyrie Irving, offensivement, il sert pas à grand chose pour l'instant. Ouais, c'est pour ça que j'utilisais vraiment la notion de sur-révélation pour le coup, parce que c'est déjà une belle révélation dans un premier temps. Mais... Genre il se transforme en Hakeem Olajuwon 95 quoi. Là, de toute façon, ça sera du jeu sans ballon. Hein. Clairement, s'ils veulent vraiment nous embêter, clairement, ça sera du jeu sans ballon. Et moi, je le dis même souvent là quand je joue sur les terrains, ce qui fait la différence, c'est avec ou sur la balle. Hein. Franchement, nous à Boston, moi quand je regarde les matchs, on sait le faire naturellement, c'est-à-dire que les joueurs vont faire leur bloc, ils vont provoquer des espaces, mais les adversaires aussi peuvent le faire. S'ils ont bien regardé les vidéos, s'ils ont analysé, ils savent comment nous rendre la vie difficile. Donc, je pense que là, ça va être vraiment le travail du mec qui fait les cassettes, le gars qui prépare les matchs. C'est lui qui va bosser pour expliquer aux gens, mon gars, Boston, c'est des gars solides, mais on peut quand même faire un truc pour ralentir la machine. Et c'est à nous de nous préparer, de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, avoir plusieurs options pour que si on veut nous bloquer, on puisse faire rouler quand même, tu vois. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais allez, je vais mettre surtout mes amis bostoniens un peu face à leurs responsabilités. Qui est le plus attendu ? Est-ce que c'est le soi-disant franchise player de Boston, donc Jason Tatum, ou est-ce que c'est l'homme à 300 millions, Jaylen Brown ? Tu connais la réponse, hein. Pour moi, tu la connais en tout cas. Tatum. Je sais pas. Moi, c'est Jaylen Brown. Moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est Jaylen Brown. Et je l'ai expliqué la dernière fois, quand on a fait une émission. Je pense que c'est le mec qui a le plus la hargne. Et on dit souvent, Jason Tatum, c'est un mec lisse. Il est pas dur, il est pas dans la confrontation. Et c'est un peu vrai. C'est pas quelqu'un qui aime prendre des coups. Mais je pense que Jaylen Brown est vraiment la personne. Après, les 300 millions aussi justifient le fait qu'il faut qu'il arrache tout. Hein, il est obligé de se dépouiller. Mais je pense que c'est quelqu'un. Et il le dit, même là, quand il a gagné, il a dit moi, je suis pas habitué à gagner des choses. Il a dit moi, je suis là, je fais mon travail, je suis besogneux, je bosse, je fais ce que j'ai à faire. Et je pense que si Tatum avait la même mentalité que Jaylen Brown, il serait déjà très loin. Pour l'instant, pour moi, Tatum, il vit de son talent. Il vit de son talent offensif, de ce qu'il représente, le genre idéal, le mec tout propre, tout beau. Mais à un moment, il faut salir un peu les mains. Il faut, justement, là, justement, pour moi, c'est le tournant de la carrière de Jason Tatum, en fait. C'est soit il a pas le choix. Hein. Parce que s'il fait pas des grosses finales et que vous gagnez pas, par exemple, mais en fait, on a encore à se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'il méritait d'être MVP ? Est-ce qu'il est au niveau des Luka, Shai, etc. Pour moi, il l'est pas. Déjà je l'ai déjà dit, pour moi, il n'est pas du tout. Oui, bien sûr. Mais il y a encore quand même un doute qui persiste. Il y a quand même, je trouve, même s'il y a toujours eu justement ce côté qui est le vrai franchise player, etc. On a toujours vu quand même qu'il y avait plus Jason Tatum en tant que numéro 1, etc. Et
c'est vrai que là, c'est le moment pour lui, de prouver, soit il passe dans la catégorie d'au-dessus, ou soit en fait la porte elle se ferme. Mais en fait, si elle se ferme maintenant, elle se rouvrira peut-être plus jamais après, parce qu'avec ce qui arrive derrière, et on sait que quand tu as une fenêtre, il faut pas la laisser passer. Là, c'est maintenant pour Jason Tatum, je trouve, en termes d'urgence dans sa carrière. De révélation, parce que je pense qu'il n'y a pas d'urgence, il est jeune encore, tu vois. Mais s'il veut s'affirmer comme une valeur sûre à Boston, il faut qu'il envoie des vrais messages. Bah, surtout que là, maintenant, il est, on va dire, au niveau de son âge, il est au début de son prime. Donc là, maintenant, c'est l'heure d'enclencher la seconde. Là. Et puis même, Lucas le disait très bien quand on a fait l'émission la dernière fois, ça fait des années qu'on se dit, c'est une révélation, c'est quelqu'un qui va arriver. Mais en vrai, ça fait des années, c'est un peu comme dans le foot. Quand t'as percé une première année, deuxième année, man, on t'attend, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, je pense qu'à un moment, il faut se dire, ok, on attendait beaucoup de choses de moi, je vais vous démontrer que je suis pas un tocard, je suis pas quelqu'un qui là, je traîne la patte. Et je pense, comme tu viens de le dire, il a l'occasion, là, il est sur la plus grande, plus grand stage, plus grande scène qui existe, à lui de démontrer, à lui de dire, les gars, je suis pas un bolos. Maintenant, j'y vais. Après, comme c'est un très grand fan de Kobe, il va peut-être faire comme en 2010. laisser Jalen Brown tout faire. Comme le MVP des finales, on s'est en touché en cette série, quoi. On aime cette réécriture. Je pense que ça, c'est la seule erreur qu'il a commise de cette histoire avec les textos avec Kobe. Il aurait dû pas en parler. Je pense que ça devrait être personnel avec lui-même, dire voilà, moi j'ai ma connexion avec le type, ça va. Mais ça, tu vois, maintenant ça le dessert, tu vois. Bah tiens, en parlant de... Vas-y, Lucas, je t'en prie. Après, l'avantage de Tatum cette année, contrairement à 2022, les gars, c'est qu'en face, il y a... Alors, je vais encore être sur des match-ups et encore être dur avec Dallas, mais contrairement à Golden State, qui avait quand même Andrew Wiggins, qui n'était pas, pour moi, le grand seigneur offensif qu'il était, mais quelqu'un qui était capable de faire des stops, etc. Il l'a prouvé qu'il avait été vraiment très très chiant sur Tatum, et je vois pas un poste 3 ou un ailier ou un poste 4 à Dallas pouvoir vraiment contenir un gars comme Tatum. Voilà. Derrick Jones Jr., c'est PJ Washington, en vrai, la doublette, je pense qu'elles peuvent être... Oui, ça va être moi, je pense que ça va être une couverture, hein, clairement. Bien sûr, parce que face aux Warriors, oui, Wiggins c'est très bon, mais c'est parce que aussi c'est la défense collective qui est globalement très bonne. Et là, c'est aussi le cas pour Dallas. Et je pense que oui, peut-être que c'est pas les meilleurs joueurs défensifs purs que tu vas citer en premier sur leur poste, mais dans le système actuel, je trouve que leurs capacités défensives, en tout cas, sont très bien exploitées par rapport à leur plafond, on va dire. Okay. Derrick Jones, c'est très très sérieux quand même. Ouais, il est devenu un très bon free and D. Oui, parce que lui, il avait juste la réputation de high flyer il y a encore quelques temps, mais là, c'est ça. Un petit peu comme Aaron Gordon, même si c'est pas du tout les mêmes physiques, mais qui étaient ils ont un peu les mêmes trajectoires, pour leur physicalité, pour leur verticalité, etc., et qui ont réussi à développer un vrai sens du basket collectif. Donc je pense qu'il peut être un des facteurs risques s'il a montré sur notamment, je sais plus c'est quel game face à Minnesota où il est alors c'est un match où il est on fire, mais en même temps quand c'est un match comme ça où il est on fire et qu'il te met un 7 sur 10 dans le corner, ça fait une option que t'attendais pas mais qui pèse sur la partie quand même, quoi. Mais c'est vrai que je le voyais pas aussi grand aussi, Jones. Effectivement, il avait plus de 2m01. Vu qu'il est très fin, par contre, il paraît un petit peu moins. Il paraît plus petit, tu vois. Mais peut-être sur du jeu posté, sur Jason Tatum, tu vois. Moi, j'essaierais de cibler des mecs plus sur du jeu posté de haut panier. Ça peut faire des différences. Peut l'enfoncer, par contre, ouais. Mais d'ailleurs, alors, ce sera peut-être le dernier axe qu'on va aborder sur ce débat et nos pronostics. On n'en a pas tant parlé que ça, mais on parlait un peu de spiritualité. Paul parlait un peu de spiritualité avec Jason Tatum et Kobe. Il y en a un, il va venir avec son encens là autour du TD Garden là. Oui, c'est un nouvel homme, comme il le dit lui-même. C'est un nouvel homme. Donc après, j'espère pour lui que c'est pas du chiquet, parce que après, on connaît les Américains avec le sens du divertissement. Ouais. J'espère vraiment qu'il est dans une démarche de se retrouver lui-même et justement de faire en sorte que ça lui permette d'être le meilleur athlète possible. Mais moi, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'on voit, et on le parlait il y a pas très longtemps, on en parlait avec Lucas, c'est que je pense qu'à Dallas, on lui a donné une certaine confiance
pour qu'il puisse accéder à ce niveau de jeu. Oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui marche beaucoup à la confiance. C'est quelqu'un, si on lui donne pas cette place pour pouvoir s'exprimer, il est très vite mal perçu ou il se sent pas bien dans ses chaussures. Donc je pense que là, à Dallas, ils ont fait un boulot énorme en amont pour dire, OK, on accueille un type qui a une réputation particulière, on va essayer de le mettre dans les meilleures conditions, un peu comme au boulot, hein. Quand tu viens au boulot, que les mecs te mettent dans les meilleures conditions pour travailler, t'as un aménagement, tout est fait en sorte pour que tu fasses que ton travail. Et je pense que Dallas, on tire le meilleur avec ça. Et c'est ça pour moi aussi qui le rend dangereux. Et... Un peu comme Kawhi avec Toronto, en vrai, dans la physionomie. Même si là, c'est un petit peu plus sur du long terme quand même pour les Mavs, puisqu'il était arrivé l'hiver dernier. Mais en vrai, il est arrivé l'hiver dernier et était déjà en finale NBA cette année. C'est quand même un joli braquage. Surtout qu'il t'a pas coûté très très cher au final. Non, en plus, ouais. Donc, c'est vrai que pour le coup, et c'est complètement pari gagnant en tout cas pour les Dallas Mavericks. Écoutez messieurs, très bien. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur ce débat? Est-ce qu'il y a peut-être un axe qu'on n'a pas exploré? Le rebond et le jeu à l'intérieur, je pense, parce que je pense que le rebond, on a vu ce que fait Dallas au rebond offensif et au rebond défensif. S'ils ont gagné ce match cette série face à Minnesota, c'est vraiment le rebond qui a fait la diff. Et moi, j'avais un peu peur pour eux face à Minnesota en me disant mais ils vont se faire bouffer avec Rudy, avec McDaniels, tout ça. Et au final, c'est eux qui agressent. Éclaté, ils ont agressé. Et c'est ça, moi, j'espère que là, Mazzulla aussi, il a vu ça. C'est le rebond offensif et défensif, parce que c'est ça qui leur permet de redonner des secondes chances à Kyrie et à Luka, parce qu'ils ont des gens super athlétiques, comme tu disais tout à l'heure. Ils peuvent, avec le rebond, tu peux repartir sur un lob, tu peux repartir sur un jeu sur l'aile pour shooter à 3 points. Ça, il faudra faire très attention. Ouais. Et même surtout que les Celtics en plus, les Celtics n'ont pas joué de match-up comme ça en plus pendant ces playoffs. C'est vrai. C'est ça. Et même là, je regardais un peu aussi avec l'histoire de rebond offensif. Tu vois, Paul, tu disais qu'ils étaient très actifs pour la sortir sur Luka et Kyrie, mais Kyrie lui-même est très impactant là-dedans, parce que c'est quand même au niveau des rebonds offensifs, il est dans le top 5 des Mavs quand même. Ouais. Il en prend presque autant que des PJ Washington, Derrick Jones, donc même lui il va se battre pour les chercher, alors que Kyrie, c'est pas non plus un physique de fou furieux, c'est pas un mec, c'est pas un des plus athlétiques de la ligue non plus. Donc même là-dessus, si t'as les mecs comme Kyrie qui se battent, puis on a déjà vu sur la défense quoi, où Kyrie et Luka ils se donnent depuis le début des playoffs. Là, ça peut faire un peu plus de mal aux Celtics, je pense, parce que je sais pas trop comment ça se présente vous niveau rebond offensif, mais nous on n'est pas trop mal, mais je pense que on a nos habitudes, donc je pense qu'après ça va face à ces joueurs-là, comment on va revoir nos habitudes. Parce que je pense que comme tu sais très bien tout à l'heure. Kevin. Ouais, Kevin, c'est à leur fort et tout ça. C'est des mecs, ils ont leurs habitudes, mais en vrai, derrière les cornets, tout ça, s'ils rentrent dans le match, il faut aussi qu'ils font le même boulot que Orford et tout ça. Donc je pense que ça va être aussi tout ça mis bout à bout. Faudra voir. Alors, pour vous faire un peu le résumé, en termes de rebond défensif, Boston, c'est 11e en termes de... Ouais, c'est ça, en termes de pourcentage, donc sur les 4 facteurs défensifs, 11e de la ligue. Au rebond défensif et au rebond offensif, c'est 12e. Voilà. Donc, après, ça joue aussi très vite, hein. C'est capable aussi capable aussi de se projeter très rapidement, et puis après il y a beaucoup aussi de tirs à 3 points. Ça aussi on n'en a pas trop parlé, mais Boston, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est l'équipe qui shoot le plus à 3 points, je crois, de la ligue, ou en tout cas pas loin, avec je crois quasiment plus de 25, enfin je sais plus combien de tirs à 3 points exactement ils tirent par match, mais c'est monstrueux. Donc on verra bien de toute façon ce que donnera cette confrontation. Je pense que de toute façon on aura la possibilité d'en rediscuter déjà la semaine prochaine. Tout à fait. Et aussi au passage, moi j'avais pas fait mon pronostic. Alors mon pronostic objectif, ce sera victoire de Boston 4-3. Je pense que ça peut pousser en 7.
Bon, j'aimerais bien que ce soit Jaylen Brown le MVP au passage, mais moi j'ai toujours dit qui était vraiment l'âme de Boston. Et bon, si je suis subjectif, j'ai juste envie que Jason Tatum ne soit pas titré, donc ce sera les Mavs. Voilà. Voilà. Tu n'aimes pas les métis, toi. Ouais, voilà, moi c'est l'anti-light skin, tu sais. Bon, en tout cas, je pense qu'on aura quand même une belle finale et j'espère juste que ce sera pas juste à sens unique. Voilà. Ouais, parce qu'en vrai, moi je trouve que les Mavs, on dit que c'est une surprise, mais au final, c'est vrai que quand tu regardes la dynamique de fin de saison avec le parcours potentiel qu'ils avaient, je sais que moi et de nombreuses personnes les avaient mis par exemple en finale de conférence, quoi. Ce qui les a avantagés pour aller en finale NBA au final, c'est que Minnesota se soit chargé du sale boulot et de sortir les Nuggets, et après derrière au final la match-up entre les deux équipes était plus favorable aux Mavs, et ils ont eu l'opportunité qu'ils ont réussi à saisir, alors que la dernière fois il y avait les Warriors qui les avaient arrêtés, quoi. Mais sinon c'est juste une bonne opportunité que sur les choper, mais quand tu regardes parmi les meilleures équipes de fin de saison, ils étaient clairement là. Moi j'ai du mal à dire que les Wolves aient vraiment fait le sale boulot pour les Mavs, parce que déjà les Clippers au premier tour, les Mavs les deux dernières fois ils s'étaient fait battre. Oui. Quand même. Oui. Après t'avais le Thunder du coup qui a fait une très belle saison aussi avec un autre candidat MVP. Donc tu les bats 4-2 et puis sur tout ce qui était secteur intérieur notamment, moi je pensais que OKC allait démonter les Mavs là-dessus avec un Chet un peu plus dominant. Au final l'autre il s'est fait retourner par Lively et Gafford. Puis après il vient d'avoir la finale de conférence contre les Wolves, donc au final est-ce que les Wolves ont vraiment fait le sale boulot, tu vois? Parce que les Mavs ils sont quand même allés chercher que des grosses équipes là dans ces playoffs. Ouais. C'est... peut-être... Vas-y Kevin, je t'en prie. Enfin, c'était plus par rapport au fait que beaucoup de personnes voyaient les Nuggets être un vrai candidat au back-to-back, et beaucoup de personnes aussi voyaient une finale Celtics-Nuggets. Donc du coup, c'est un peu pour ça que je dis que les Wolves ont fait le sale boulot. Mais ça se trouve, si les Nuggets étaient passés en finale de conf, ils se seraient fumés tout comme les Wolves aussi. On sait pas. Puis bon, Jamal Murray se serait fait boire. Il se serait fait boire, mais bon, n'oubliez pas, la moralité, c'était ce que j'avais prédit aussi au début de ces playoffs. Une équipe avec Rudy Gobert est une équipe qui ne va pas super loin. On sait que t'as un contentieux aussi avec Rudy. C'est ma petite crotte de nez. Ça va, finale de conf, ça va, franchement. Vas-y, laisse-moi tranquille, toi. Pas comme ton Camerouno-américano, franco. Voilà. Exactement. Mais je t'ai dit, nous, Rudy s'est fait piéger aussi. Faut pas. De ouf. Le switch avec Daniels là, même sur la vidéo des ESPN de Dendia, tu vois bien qu'il a un petit sourire en coin. Il dit mon gars, c'est toi qui as fait la photo, mon gars. Donc non, en effet. Bon, de toute façon, on verra. Premier match la nuit de jeudi à vendredi. Je crois que c'est sur les coups de, je crois que c'est 3 ou 4 heures du matin. Je sais plus exactement. 2h30. Voilà, 2h30. C'est tout le temps à 2h30. 2h30 du matin, donc sur ESPN. Donc voilà, messieurs. Très rapidement, vu qu'on a passé un dernier tour, juste avant de clore, starting 5, coupeur de citron, qui est en plus, qui est en moins, là, qui vous viennent direct sur les finales de conf. Tyrese Haliburton, allez messieurs, là, faut se lâcher, là. Chez les Wolves, t'en as 2-3, je pense. Ouais. Anthony Edwards. Karl Anthony Towns, forcément. Karl Anthony Towns. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Hein. C'est un petit peu compliqué les concernant. Tyrese Haliburton, ça a été compliqué aussi, lui, ses playoffs, au final. Hein. Irrégulier, ouais. Très irrégulier. Mais il jouait déjà diminué. Ouais. Donc franchement... Sur la série face aux Celtics, franchement, Luka Doncic, il jouait aussi diminué. Hein. Mais Luka Doncic, c'est pas le même. Les gens ils oublient souvent. Luka Doncic, il a joué l'Euroleague, il a joué plein de championnats. Oui. Il a déjà un bagage dans son dos, il a déjà un sac à dos, même une valise. Donc il sait ça, tout ça. Pour lui, c'est de la gestion, ça. Hein. Ouais. Il y a les Burton, là, il faut les malins, mais ils connaissent rien à la vie. Tu prends juste le niveau des mecs. Luka Doncic, tu peux le comparer à un LeBron James, à Haliburton, est-ce que tu vas le comparer à Chris Paul?
Ah non, moi je le compare à TJ Non. McConnell. Non, je rigole. Voilà. Mais... je rigole. Oui, tu compares TJ McConnell à Chris Paul, ça oui, ça c'est. Exactement. Mais ouais, donc il y a eux, et alors s'il y avait plus peut-être des notes positives aussi, malgré les éliminés sur ces finales de conf. Bah, Pascal Siakam, Ouais, Nembhard. bien sûr. Nembhard, Ouais. qui fait une bonne Ouais, série. Nembhard, j'ai beaucoup aimé. Ouais, Vraiment, il m'a bien plu pendant les playoffs. Hein. Au-delà de ses duels avec Boston, sur l'ensemble des playoffs, je trouve que c'est un mec qui a vraiment montré de belles choses et c'est assez prometteur pour la suite. Non, complètement. Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres noms là qui vous viennent en tête? McDaniel du côté de Minnesota, moi j'aime Ouais. bien Ouais. aussi, j'aime bien aimer sa Ouais. polyvalence. Nasrid. Oui, Ouais, Nasrid. aussi Nasrid aussi. Et Ouais. d'ailleurs, Nasrid, tiens, au passage, tu me fais la transition parfaite. C'est Kevin Garnett, hein. Lui direct, lui il veut cut Rudy Gobert, hein. Il veut c'est Non, compliqué. Rudy, on connaît très bien son problème. Rudy, Oui. tant qu'il travaillera pas son jeu près du panier et ses mouvements offensifs, il va se faire taper dessus. Mais ça, faut qu'il comprenne. Il est dans la ligue, il sait que il peut pas faire que de la dissuasion. En France, on aime bien la dissuasion, on aime bien, c'est même le côté militaire, on est un pays de dissuasion, c'est bien, c'est gentil. Mais à un moment, t'es payé aussi pour marquer des paniers. Donc, il parle comme un ancien. Moi, je sais que toi, tu as un problème avec lui. Il parle comme un ancien. Mais un ancien, ça doit aussi démontrer sur le terrain que c'est un ancien. C'est-à-dire, quand il est dans une situation chaude, tu peux débloquer. Mais je suis désolé, ces dernières années, il débloque pas grand-chose. À part les TG qu'il a mis là, ou même en conférence de presse, Anthony Edwards et Kat disaient ah oui, là, on savait, si lui met un TG, c'est sûr qu'on va gagner le match. Mais ça doit pas être une surprise. Ça doit pas être une surprise, ça doit être un truc logique. Si t'es là, tu les bolos, tu les bosses dans la peinture. C'est pas, on doit pas être étonné de dire ah tiens Rudy, il a mis un bank shot. Tiens Rudy, il a mis un layup main gauche. Tiens Rudy, non, c'est évident. Quand on voit Jokic faire ses mouvements d'opinion, on se dit bah c'est Jokic, c'est normal, c'est la base. Ah bah ça doit être la même chose pour Rudy. À un moment Rudy, il n'y a pas d'excuse dire bah non, il est pas athlétique, maintenant il vient de loin. Mais non, je veux rien entendre. Et Mec, t'es dans la ligue, t'es un professionnel, tu joues comme un professionnel. Vas-y, Quentin. Et si l'année prochaine il se ramenait avec une transformation à la Voilà. Brook Lopez. Waouh, toi, mais qu'est-ce que tu racontes? Il file 3-4 3 points par match. On lui demande pas. Mais vous savez qu'il y a- On lui demande pas de mettre des 3 points, juste être impactant. Vas-y, C'est Lucas. un mec pourtant qui bosse le tir, etc. Moi, à chaque fois que je le vois Ouais. jouer, etc., j'ai l'impression qu'il bosse, mais il l'applique pas sur le terrain quand il revient en NBA. C'est ça que je comprends pas. Ouais. Et on le voit rarement, tu vois, faire des jeux au poste, essayer d'agresser son vis-à-vis, parce que je sais pas, c'est peut-être pas le rôle qu'on lui donne et il reste dans ce moule-là. Et Aussi. il va devoir peut-être un jour changer, mais pour l'instant, on lui a jamais dit de changer vraiment, tu vois. C'est les fans, c'est l'ambiance qui en attend beaucoup plus, etc. Mais lui, tu vois, il est payé à faire ce qu'il fait depuis des années et il a jamais vraiment, il s'est jamais dit, ok, je vais vraiment changer offensivement mon jeu. Je suis un monstre défensif, je vais être un GOAT défensif sur ma carrière, je vais rentrer au Hall of Fame grâce à ça. Mais est-ce que moi, Rudy Gobert, je décide de changer ma phase offensive, tu vois? Je suis pas sûr. Ouais, je sais pas. Je Mais sais ce qui est pas. chiant, c'est qu'il donne des espoirs. Tu vois, je repense au tir qu'il a mis sur Jokic. Oui, c'est ça. Genre, Faut pouvoir le mettre. ouais, non, mais tu vois, genre, si. Tu sens qu'il y a quand même un petit truc, tu vois. Ah, Tu te dis, il y a du mais s'il en potentiel. mettait, s'il en mettait 3 par match, tu vois, tu sais. Affronte-le sur un tir à 3 points, un concours à 3 points, il fait un 6 sur 10. Hein. Ah, mais Je te comme promets. j'ai Ah, mais je envie pense qu'il me de te fume. dire, Non, mais j'ai envie de te dire, limite comme tout joueur professionnel en fait, Oui. hein, quasiment. Hein. Parce que Oui. beaucoup, en effet, on en voit beaucoup qui ne shootent pas en match, mais parce qu'en effet, c'est pas leur rôle. Mais t'as des intérieurs qui nous bossent. On va pas se mentir. Donc- Après, si je peux me permettre, je pense que je bosse Joachim Noah. Aïe. Est-ce que vous avez d'autres personnes ou peut-être d'autres éléments à ajouter sur les sur le starting five ou sur les coupeurs de citron, ou est-ce qu'on peut conclure, messieurs?
Ouais. En vrai, si, juste un petit truc en note ultra positif quand même qu'il faut retenir, même s'ils viennent de perdre, c'est les Wolves. Je pense que, en vrai, en termes de campagne historique pour eux, en termes de ce que tu peux entrevoir pour l'avenir, parce que comme on l'a dit, McDaniels, Nasrid, même Ant-Man, même s'il a un petit peu loupé ses finales de conf, mais il a explosé sur la plus grande des scènes, etc. Donc, en vrai, ça a mis un petit peu de respect quand même sur Minnesota et sur le travail qu'ils ont accompli quand même ces dernières années. Maintenant, là, c'est là où ça va être intéressant de voir quels vont être les petits ajustements, quels vont être les bons moves à faire pour aller chercher ce qui t'a manqué justement pour aller chercher les finales NBA et retourner au charbon la saison prochaine, quoi. Eh ben parfait. Eh ben écoutez, messieurs. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Quentin ? J'aurais pas mieux dit. Ouais. C'est ça. Pour conclure, je pense qu'on est très bien. Eh ben, écoutez, messieurs, merci à vous. On arrive à la fin de ce 15e épisode de la 3e saison de Forever. Lucas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Hein. La porte est toujours grande ouverte dans la famille Forever. Merci pour la bonne ambiance. C'est toujours cool de passer, les gars. Merci à toi. Merci Paul. Merci Quentin. Merci Kevin. De m'avoir assisté pour ce nouvel épisode, hein. Bien sûr, n'oubliez pas, hein, si cet épisode vous a plu, hein, n'hésitez pas à nous le faire savoir, bien sûr, en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée, histoire de nous donner un petit coup de pouce pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. Vous retrouvez bien sûr Forever, hein, sur les réseaux sociaux, hein, comme d'habitude, sur TikTok, sur Instagram ou sur Twitter ou X. Compte Forever Podcast et Forever le podcast. Messieurs, merci à vous. On se dit à mercredi prochain. N'oubliez pas que la vie est une fête. Et on se dit à plus. Ciao, ciao. À plus, les gars. Ciao. Merci.